Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur Dash News et d'être là pour notre rendez-vous hebdomadaire. Pour cette semaine, nous donnons la parole à une apicultrice, un peu la chef d'un clan, le clan Makani, cette famille que vous allez voir tout au long de cette émission, savait ramener ou s'est ramener les fleurs aux abeilles. On s'intéresse à ces apiculteurs qui ont su transmettre un savoir-faire de génération en génération. C'est le cas de cette famille où la transmission a commencé par le patriarche de la famille Fopa, que beaucoup connaissaient sous le nom de Makani, et qui est aujourd'hui décédé. La relève assurée par ses fils, filles et arrière-petit-fils. Je devrais insister là-dessus. Donc, mesdames, messieurs, c'est un plaisir d'accueillir sur ce plateau Marguerite Ngwemeta. Bienvenue. Nous accueillons également son neveu, parce qu'il faut préciser que son neveu Fopa Martial est avec nous. Il est infirmier de profession, mais aussi apiculteur. On va, tout au long de cette émission, comprendre, au-delà de cette filiation, comment est-ce que les deux arrivent à s'entendre professionnellement? D'un côté, on a l'ancienne génération et la nouvelle génération, vous qui êtes plus ouverts sur le virtuel et elle encore ancrée dans ces techniques ancestrales. Bienvenue Martial. Merci madame. On parle donc d'apiculture qui commence au sein de votre famille par le patriarche Fopa qu'on appelait beaucoup Makani. Pourquoi? Parce qu'en même temps, il était mécanicien, il travaillait chez les Blancs. Le Blanc s'appelait Sankwa. Et il était aussi cultivateur, de caféier. Donc, planteur de caféier, et entre-temps, il s'est... il a fabriqué les ruches. Qu'il disposait dans les caféiers? Oui. Donc, dans les ruches de votre grand-père, Makani est donc votre grand-père. Oui. Donc, parce que votre père est le grand frère de Ngwemeta Marguerite. Donc, dans les vergers de la famille, il y avait des ruches disposées par votre grand-père. Ces ruches existent encore ou Non. vous êtes passé à autre chose? Non, ces ruches n'existent plus, mais les mêmes modèles existent encore, en plus d'autres modèles un peu plus modernes qu'on a associés à cela. Cette modernité, la touche de modernité que vous apportez, Martial. Justement. D'accord. Martial n'est pas venu les mains vides. On a juste à côté quelques bouteilles de miel. On aura tout au long de cette émission le temps de savoir pourquoi la couleur change, pourquoi est-ce que c'est cristallisé, pourquoi est-ce que c'est liquide. Mais revenons un peu sur cet héritage familial. À l'époque de votre papa, est-ce que l'apiculture permettait à la famille de vivre? Est-ce qu'il commercialisait ou c'était simplement pour le plaisir? C'était pour le plaisir et partager à ces gens. Comme ça? Comme ça. Comme ça. À l'époque, ils ne savaient pas, ils ne connaissaient même pas si on pouvait étendre ça beaucoup. Donc, quand est-ce qu'on posait par exemple les ruches? Quand se passaient les récoltes? Quel mois? Il y avait le mois de juin. Il y a le mois de juin où il y a floraison de maïs. Il y avait récolte. En novembre, il y avait floraison des cafés. Il y avait aussi les récoltes. Les récoltes. Et lui, c'était juste des récoltes qu'il s'arrangeait à distribuer? Il ne mettait pas beaucoup de ruches. Il ne mettait pas beaucoup. Juste peut-être une dizaine? Une dizaine. Parfois moins. Juste pour satisfaire sa famille et ses proches. D'accord. Et comment est-ce qu'il arrive donc à transmettre? Vous l'accompagnez ou ça se passait comment? Oui, on l'accompagnait parfois. On faisait la récolte surtout, les récoltes surtout la nuit. Pourquoi? Pour que les abeilles ne nous piquent pas trop. Vous n'aviez pas l'équipement adapté? Non, à l'époque, il n'y avait pas l'équipement. On avait fait ils prenaient par exemple les herbes sèches. Ils l'attachaient.
ils mettaient le feu au bout hein, pour pouvoir chasser les abeilles. Pendant qu'ils agressent et pendant la récolte. Oui. Et vous sortiez de là sans être piqué? Ça piquait, mais moins. Moins. D'accord. Et enfin, on imagine qu'on vous tenait un peu, vous l'accompagnez, mais on vous tenait un peu à distance pour ne pas trop vous exposer. Ou bien c'était les garçons en tant que femme? Non, c'était la nuit. Quand ça se passe la nuit, les récoltes se passent la nuit, il n'y a pas... Les abeilles ne voient pas trop. Ok, ok. Et en tant que vous étiez par exemple une fille, est-ce que ça dérangeait que vous vous intéressiez à ce que votre papa faisait? Non, ça me plaisait beaucoup. Mais on ne refusait pas que vous puissiez... Non, 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 il ne me refusait pas. Il ne me refusait pas. On était nombreux, mais chaque fois qu'il part à la récolte, il ne partait pas sans m'amener. C'était un Makani était polygame. Donc c'était polygame de 4 femmes. Il y avait à peu près combien d'enfants? Nous étions plus de 20. Hein. On imagine les soirs des récoltes, comment ça pouvait se passer. Ce que vous n'avez pas forcément vécu, Martial Fopa, on imagine. Vous n'avez pas vécu cette époque naturellement. Vous ne pouvez pas au vu de votre âge. Maintenant, comment est-ce que vous arrivez à vous intéresser à l'apiculture? En fait, quand j'avais 13 ans, oui, j'accompagnais souvent mon père, qui est son grand frère. Je regardais comment il faisait des récoltes, mais à cette époque, c'était un peu plus traditionnel, oui. Mais au fil du temps, je me suis beaucoup intéressé à cela. Et j'ai donc eu l'idée que c'est quelque chose qui pouvait être rentable. Oui, ça ne devait plus seulement se limiter à la cellule consommation familiale. Oui, mais on pouvait commercialiser et gagner son pain quotidien. Ouais. Oui. Maintenant, vous avez réussi tout de même à ne pas perdre de vue votre parcours scolaire. Aujourd'hui, vous êtes infirmier, diplômé d'État au Cameroun, vous exercez et vous êtes aussi enseignant. Justement. Comment est-ce que vous arrivez? Est-ce que c'est la matriarche Marguerite Ngouemeta qui surveille ou bien vous? Parce que je pense que vous venez avec plus d'expertise aujourd'hui pour pouvoir tenir cette activité familiale. Oui, bon, c'est une activité à laquelle on n'est pas obligé d'être là chaque fois, mais il y a juste des gestes, des activités qu'on doit mener pour préserver, pour protéger en fait le rucher. Il faut s'assurer que les ruches soient bien couvertes. Il faut aussi s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'herbe pour risque de feu de brousse pendant la saison sèche. Donc, elle est au village parce qu'on pratique cela à Babadjou et moi je reste à Douala. Donc, elle est au village, elle passe de temps en temps pour vérifier si tout est en sécurité. Donc, la surveillance est assurée par elle. D'accord. On va regarder un peu à quoi ressemble un peu cette cueillette de miel. Et on a Marguerite Ngouemeta qui est aux commandes. Donc, on regarde un peu en image et on va revenir commenter ce qui se passe. Donc, on a la matriarche Marguerite Ngouemeta de la famille Makani qui est là en pleine séance. Et elle est équipée par son petit-fils, son neveu, autant pour moi, Martial Fopa, qui apporte justement cette approche moderne parce que, comme elle expliquait, au début, du moins à l'époque de votre grand-père, il n'y avait pas tout cet équipement-là. J'avais souvent l'habitude d'observer papa récolter torse nu et je ne parvenais pas à comprendre comment il faisait. Donc, avec le téléphone, l'Internet, j'ai pu observer les pratiques, les méthodes occidentales et j'ai essayé d'adopter cela au contexte africain. Donc là, c'est dans l'une de vos plantations à Babadjou. Oui. C'est dans l'ouest Cameroun, c'est bien ça? Oui, justement. Le rucher que vous avez en image, c'est à la limite ouest-nord-ouest, donc à 500 mètres du péage, ouest-nord-ouest. Et là, qu'est-ce qu'elle fait précisément? C'est pour éloigner les abeilles ou c'est... Oui.
Justement. Et l'appareil qu'elle a en main, c'est l'enfumeur. oui. Donc, avec la fumée, ça fatigue un peu les abeilles et ça camoufle nos odeurs parce que l'abeille, justement, il fonctionne en se basant sur son odorat. Donc avec la fumée, ça camoufle notre parfum et ils ont du mal à nous détecter. Et avec l'enfumement également, ça empêche de les tuer parce qu'avant, à leur époque, ils utilisaient du feu. Et avec le feu, ça détruisait des abeilles. Donc avec cette technique, on peut faire la récolte sans même tuer une abeille. Et protéger la ruche. Justement. Parce qu'on dit qu'après la récolte, on ne détruit pas forcément la ruche. Pas du tout. On permet à ce que ces familles d'abeilles puissent revenir et poursuivre le courant de leur vie. Maintenant, est-ce que vous avez eu du mal à amener, par exemple, la matriarche à intégrer ces techniques modernes-là? Donc au départ, elle se disait que c'est quelque chose qui ne pouvait pas être possible parce qu'à l'époque, on déposait sur les arbres. Oui, mais avec la nouvelle approche, les ruches sont à 50 cm du sol. Donc, au départ, on avait essayé avec juste 2 ruches. Et quand les 2 ruches ont été colonisées par les abeilles, ça les a motivés à étendre l'activité. Et aujourd'hui, vous avez à peu près combien de ruches? Peut-être je vais demander à Marcia avant de revenir. Combien de ruches que vous arrivez à gérer? Au sol, en moyenne 150 ruches. 150 ruches. Oui. C'est facile de contrôler 150 ruches? Oui, comme c'est dans les arbres, Certains. il n'y a pas trop, les herbes ne poussent pas trop. Et c'est facile oui, de oui. déficher. C'est facile de déficher, Ok, comme c'est aligné. d'accord. Les Et- ruches sont alignées. Et est-ce qu'il a parlé notamment de sécurité, est-ce qu'on court le risque d'avoir ces ruches dans les arbres et que quelqu'un d'autre vienne faire la récolte? Non, non. Dans le coutume traditionnelle, ce n'est pas bien quand tu n'as pas utilisé les ruches de quelqu'un d'autre. Donc du coup, on ne vole pas le miel. Non, on ne vole pas. Pourquoi, Martial? C'est une réalité comme ça? Oui, c'est une réalité africaine, c'est une réalité anthropologique. Apparemment, il y a un sort réservé à ceux-là qui viennent récolter du miel dans les ruches d'une autre personne. Waouh! Voilà pourquoi moi, femme est assez intéressant parce qu'on finit par apprendre des choses. Ça, je ne savais pas qu'on ne volait pas du miel. Pourtant, tout le monde a envie de goûter au miel. On va un peu regarder ce que vous nous ramenez aujourd'hui. J'ai 3 contenants. Pourquoi j'ai toutes ces différentes couleurs? Et là, j'ai l'impression que celui-ci est plus liquide, là, un peu plus cristallisé et là, plus marron. Pourquoi ces différentes couleurs? Ces miels proviennent de vos productions. Justement. Un gometa, Marguerite, Ça dépend de la saison. En saison, en juillet, dans le mois de juillet comme ça, la production est marron. Marron foncé. Voilà. En novembre, C'est un peu plus clair. c'est un peu plus clair. Et celui-ci particulièrement. Est-ce que la couleur du miel dépend aussi des fleurs bitumées par les abeilles? Exactement. Donc la couleur, ça dépend de la fleur bitumée par les abeilles. Ça dépend également de l'âge des alvéoles dans lequel les abeilles ont chargé du miel. Si c'est un miel, par exemple, qui est dans les vieilles alvéoles et pressé, ça peut donner la couleur marron foncé. D'accord. Et si c'est une nouvelle ruche, ça peut donner une couleur aussi tout aussi claire. Oui. Bon. Avant d'aller plus loin, bon, je me permets, parce que normalement, vous ne repartez pas avec ces échantillons que vous nous ramenez, on juste teste un peu. Les avantages de présenter Moi Femme sur Dash News. On sent une présence très florale, ce qui est normal. Les abeilles produisent. Marguerite, en productrice, me demande de bien refermer. Et c'est ce que je vais faire. Oui. Maintenant, vous avez une approche moderne, mais dans le respect du contexte africain. Et vous tenez à le dire,
parce que vous reprochez aux apiculteurs dans vos déclarations, notamment sur votre page Facebook, où vous avez tendance à reprocher aux apiculteurs africains de vouloir copier tout ce qui vient de l'Occident sans tenir compte de leur contexte. Oui, je leur reproche du fait qu'ils cherchent à nourrir des abeilles avec des sirops. Les abeilles nourries avec du sirop ne produiront jamais du miel naturel. Et dans le contexte occidental, on nourrit des abeilles avec du sirop en hiver, justement parce qu'en hiver, il n'y a pas de fleurs. Or, en Afrique tropicale, plus précisément, il y a des fleurs à tout moment, que ce soit en saison sèche ou en saison pluvieuse. Donc, je recommande juste que si on veut nourrir des abeilles, c'est mieux de leur apporter des plantes à fleurs que de leur apporter du sirop. Vous arrivez quand même par votre... On dit qu'il ne faut pas être 1000 pour faire de grandes choses, mais par votre détermination, vous arrivez à bousculer un peu la production de l'Adamawa, parce que le Cameroun, lorsqu'on parle de miel, on va parler du miel de cou, on va parler du miel qui vient de l'Adamawa, et parfois on parle de véritable miel quand il s'agit du miel qui vient de là. Mais vous arrivez aujourd'hui à imposer un savoir-faire dans les collines du mont Baboutos. Et ce savoir-faire, vous respectez non seulement la nature, mais vous arrivez à importer des fleurs que vous plantez dans votre contexte pour pouvoir donner de la matière aux abeilles. Oui, justement. On va parler du tournesol, par exemple. Oui, le tournesol, parce que, comme maman Marguerite a expliqué tout à l'heure, la récolte se faisait chaque fois qu'il y avait floraison. Quand j'ai donc lu sur Internet, j'ai vu que le tournesol, par exemple, c'était une fleur, c'était un arbre qui fleurissait tous les 3 mois. Et si on sème cela sur une grande surface, ça veut dire que chaque 3 mois, on aura une récolte. Et par an, ça va faire 4. Or, si on reste seulement dans le contexte des arbres fruitiers, des arbres de la forêt ici, on aura 1 à 2 récoltes seulement par an. Donc vous voulez pouvoir avoir une production qui tienne sur toute l'année, contrairement à ce que vos parents, Marguerite et son papa, faisaient. Oui. Aujourd'hui, vous bousculez un peu. Est-ce que vous arrivez tout au moins à satisfaire la demande avec ce que vous produisez localement? Quelle est la principale difficulté? C'est pas forcément le savoir-faire en termes de pratique apicole, vous l'avez, mais maintenant, quand on parle de commercialisation, des difficultés, qui se charge de la commercialisation? C'est Marguerite ou c'est vous, toujours? Donc, parce que je fais vous essayez à l'outil Internet, Marguerite? Non. Et vous savez quand même que votre neveu parle de vos productions sur Internet, sur sa page Makani. Oui. Une page que nous avons eu le plaisir de visiter. Et je vous assure, c'est ce qui nous a motivés parce que c'est l'histoire d'une famille assez formidable et assez enrichissante. Et nous ne sommes pas contentés d'aller là-bas et voir comment ça se passait, comme vous l'avez vu en image tout à l'heure. Mais nous avons aussi essayé de demander à ces apiculteurs avertis comment est-ce qu'on fait pour détecter, parce qu'aujourd'hui, Marguerite, la vérité, c'est que même à l'ouest où vous êtes, le faux miel pilule. Ça pilule vraiment. Qu'est-ce qu'on fait avec comment est-ce que ça se passe pour faire vendre Il suffit de mettre une allumette, d'enfoncer une allumette, une bûchette d'allumette, une bûchette d'allumette dans le miel et craquer. Quand ça prend, c'est le bon miel. Ah, j'espère que vous l'avez compris. Donc ça veut dire que si j'ai une bûchette, je trempe ma bûchette d'allumette dans ce miel. Oui. Et je vais craquer ma bûchette d'allumettes. Si elle s'enflamme, c'est que c'est du bon miel. Oui. Justement. En plus de ça, on peut utiliser le format papier. Pour comprendre cette autre technique, je vous propose de regarder en image et on se retrouve juste après comment faire la différenciation entre le bon
et le faux miel, parce qu'au Cameroun, on sait, c'est un pays où les apiculteurs pullulent, où on a du miel de qualité, du miel même labellisé. Lorsqu'on parle du miel d'Oku, c'est un miel qui bénéficie aujourd'hui de l'appellation d'origine protégée. Et c'est dire que c'est un miel de qualité. Et on souhaite que vous arriviez aussi à proposer votre touche particulière. On regarde comment faire la différence entre le bon et le faux miel et on se retrouve dans une poussière de secondes. Comment se servir du papier pour pouvoir détecter que c'est du bon miel? Avec du papier, il suffit de verser quelques gouttes. Après quelques temps, ça ne pourra pas transpercer le papier format. Là, on aura fait du bon miel. Mais si c'est du bon, le format sera totalement mouillé ou abîmé. Voilà, nous sommes donc de retour sur ce plateau et nous sommes toujours en compagnie de Marguerite Ngouemeta. Si vous ne prenez le coup, c'est elle, un peu l'une des matriarches de la famille Makani. Normalement, le grand-père s'appelait Fopa, mais il est connu sous le nom de Makani. Aujourd'hui, son petit-fils, Martial Fopa, a tenu à reprendre ce nom pour la production familiale de miel. Donc, c'est une famille d'apiculteurs. Fopa, qui est le grand-père, a initié le mouvement. Mais au départ, comme on l'a appris de par vos explications, c'était destiné à la consommation familiale. Mais vous, aujourd'hui, vous apportez une autre touche. Vous ouvrez au monde, vous commercialisez. Et c'est votre neveu qui est un peu aux commandes de tout parce que vous l'avez dit, Internet et vous, c'est pas... vous ne maîtrisez pas. Il sait tout faire, Martial sait tout faire. Je lui laisse la confiance de tout faire. Ok, d'accord. Martial, on a vu en image comment est-ce que vous procédez pour détecter le bon miel du faux miel. Maintenant, dites-nous, quelle est la différence entre toutes ces fleurs? Vous nous avez parlé du tournesol et d'autres fleurs? Oui, le Sénat, le Kaliandra. Oui, et il y a justement le miel où vous avez des ruches, où vous avez planté du leucénia. Du Leucéna. Leucéna. Et comment est-ce que vous faites pour arriver, parce que là, vous vendez, par exemple, on aura au kilogramme 3500 francs, mais là, il existe au même grammage, mais vous vendez, par exemple, à 5000 francs CFA. Oui, justement, parce que la plupart de ces fleurs, par exemple le leucéna et le kaliandra, ce sont des plantes médicinales. Ça veut dire que leurs miels sont plus riches. Par exemple, le miel de leucéna, c'est très efficace dans le cas d'une toux, par exemple, par rapport aux autres miels. Waouh! Oui. Comment est-ce que vous êtes arrivé à... De par vos recherches ou c'est votre profession d'infirmier qui vous permet d'apporter cette touche à la production familiale? Oui, c'est ma profession infirmière a beaucoup contribué à cela. Parce qu'en milieu hospitalier, on pratique ce qu'on appelle l'apithérapie. Ça veut dire le traitement à base des produits de la ruche. Donc, en chirurgie, par exemple, en pneumologie, donc chez les gens qui ont des problèmes respiratoires, oui, on utilise beaucoup d'apithérapie. En chirurgie, on fait des pansements au miel, par exemple. En pédiatrie, chez les malnutris, on recommande la consommation du pollen, qui est toujours un produit de la ruche. Parce que dans la ruche, il n'y a pas que du miel. Voilà. C'est le dernier produit même, en fait. Ah bon? Oui, c'est le dernier. Nous, on a tendance à ne penser qu'au miel, pourtant... vous nous faites comprendre qu'il existe tellement de... Tout est bon dans la ruche, en fait. Tout est bon. On ne jette rien. On ne jette rien. On ne jette rien. Voilà. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant qu'apiculteur? Déjà, la première difficulté que je rencontre actuellement, c'est la modernisation. Parce que dans les secteurs où nous avons installé les ruches, les agriculteurs en fait, font usage des pesticides, des insecticides et ça détruit les abeilles. La deuxième difficulté, c'est de satisfaire les commandes. Oui, il y a des commandes, mais la production actuelle ne permet pas de leur satisfaire. Et maintenant, la troisième difficulté, c'est la collaboration entre nous, apiculteurs. Chacun a son approche et je pense qu'on devait adopter une approche adaptée à notre
contexte et travailler en synergie pour pouvoir booster. Je vais la demander production. un peu à Marguerite Ngoyeta, à l'époque de votre papa, lorsqu'il commençait l'apiculture, est-ce qu'il y avait, vous aviez l'impression qu'il y avait plus d'abeilles à cette époque que maintenant? Il n'y avait plus d'abeilles comme maintenant. Parce qu'on n'utilisait pas les produits chimiques. Ah, ok. Tout était naturel. Tout était naturel. Tout était naturel. Et aujourd'hui, on a une génération qui ne respecte pas l'environnement. Ils ne veulent même pas respecter. Dans l'utilisation des pesticides dans les champs, vous êtes contre ces pratiques-là? Oui, justement. Ou bien on peut réglementer en fait. Oui, parce qu'il y a des pesticides qu'on peut par exemple utiliser à partir de 18 heures. Déjà à 7 heures, les abeilles sont déjà retournées dans la ruche. Dans la nuit, ça aura effet le lendemain. Ça ne pourra plus être nocif. Mais bon, ils ne comprennent pas ça en fait. Ils pulvérisent en journée, ça décime des colonies. Il y a lieu de crainte sur l'avenir de l'apiculture au Cameroun avec ces pratiques-là? Oui, justement. Justement. Et déjà, ils ne savent pas. Les ruches qui sont proches de leur champ, ça les aide dans la production parce que l'apiculture, ce n'est pas que pour produire du miel, mais ça aide également à booster la production. Parce que pour qu'il y ait fécondation des fleurs, il faut le transport du pollen de fleur en fleur. Et qui le fait? Ce sont des abeilles. Oh, et vous avez justement parlé de la floraison des maïs, dans les champs de maïs. Oui, même les eucalyptus. D'accord. D'accord. Marguerite Ngoyeta, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau et merci de transmettre ce savoir-faire à vos neveux et petits-fils. On l'espère et on pense que c'est ce qui est fait. Et aujourd'hui, pour sortir de cette émission, Martial Fopa, qu'est-ce qu'on peut dire? Par exemple, est-ce qu'on peut parler du miel en pensant que c'est déjà l'étape de la transformation? Transformation, parce que vous récoltez peut-être, il faut presser, il faut... Oui, ça sort en alvéole. Oui, il faut presser. Est-ce que au niveau de votre famille, par exemple, comment est-ce que votre père procédait pour presser le miel? Mon papa prenait par exemple le pilon, il mettait dans le récipient, il pilait les avioles. Voilà. Après, il prenait les corbeilles, il versait dessus. Ah, les corbeilles fabriquées en fibre de bambou? Oui. Et ça pouvait rester combien de temps pour filtrer? Ça peut passer même, ça peut faire même 2 ou 3 jours. Le temps de bien se décanter. D'accord. Et là, maintenant, on peut consommer. Oui. Maintenant, votre technique, c'est quoi, Martial? Bon, on n'a pas abandonné totalement cette technique. En plus de cela, on utilise des pressoirs. Oui, parce que nos ruches ne sont pas adaptées pour utiliser des centrifugeuses. Donc, nous utilisons plutôt des pressoirs. Et donc, c'est en fait apiculture traditionnelle et apiculture moderne. Vous êtes un peu comme cette transition entre deux générations. Oui, on améliore juste. Oui, on améliore. Vous améliorez sans détruire un savoir-faire local. Justement. Qu'est-ce que Marguerite, par exemple, dans cette organisation vous apporte véritablement, vous qui êtes plus ouvert au monde, plus ouvert à la modernité? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? La motivation, surtout. Elle m'encourage beaucoup. Oui, elle encourage beaucoup l'approche. Et aussi, le fait de contrôler, parce que sans elle, on n'aura même pas de ruche. Parce que nous sommes dans une zone où il y a beaucoup d'herbes, les risques de feux de brousse, ainsi de suite. Sans ça, la surveillance qu'elle assure, on n'aura vraiment rien du tout. D'accord. Donc, les premières menaces pour vous, apiculteurs, c'est non seulement l'usage des pesticides dans les champs par les agriculteurs de cette génération qui ne respectent pas forcément l'environnement. Et vous avez parlé aussi de la faiblesse des politiques publiques parce qu'il faudrait une certaine régularisation. Le cadre
légal pour organiser l'usage des pesticides est un peu vide. C'est pour ça que peut-être certains agriculteurs, peut-être aussi par ignorance, utilisent des pesticides sans forcément avoir mesuré les conséquences sur leur environnement immédiat. On a également comme obstacle à la pratique apicole les feux de brousse qui sont légion dans votre région. Justement, les feux de brousse. Et en plus, comme les ruches sont au sol, oui, c'est beaucoup plus facile que les feux de brousse puissent envahir, contrairement aux ruches percées sur les arbres. D'accord, c'est un peu une faille de votre modernité que vous apportez. Oui, chaque technique a toujours une limite. D'accord. Bon, allez, Marguerite Ngometa, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Je vous en prie, madame. Martial Fopa, on va se dire au revoir sur ces magnifiques images. Je pense que la réalisation nous permet déjà de voir ces alvéoles qui, une fois pressées, nous permettent d'avoir ce précieux miel que nous avons sur ce plateau. Et je tiens à préciser que l'apiculture au Cameroun a pignon sur rue. Et les régions comme l'Adamawa, le nord-ouest et l'ouest sont un peu comme des régions, des bassins de production lorsqu'il s'agit d'apiculture à l'échelle du Cameroun. Bon vent à vous, les Makani, cette famille qui sait ramener les fleurs aux abeilles. Merci Martial. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que se referme Moi Femme sur Dash News. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.